Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. J'ai refait la vidéo puisque après avoir posté la dernière, il s'avère qu'il y avait un problème de son. Donc on va essayer d'être un peu plus concis et rapide sur celle-ci. Cette vidéo concerne FTX et donc comme je vous l'expliquais, les problèmes que peut avoir ici FTX en termes de liquidité, etc. Il y a un FUD en ce moment autour de FTX et on va vraiment rentrer dans le détail ici pour vraiment vous expliquer à quel point FTX peut être exposé ou non aux différentes histoires qui sont proférées en ce moment. J'en profite pour passer en partage d'écran et pour faire l'appel à l'abonnement comme d'habitude, c'est-à-dire tous ceux qui le souhaitent peuvent bien entendu s'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo et bien entendu éventuellement mettre un like, ça prend 2 minutes, vous mettez un petit like, ça pousse un petit peu l'algorithme de la vidéo, tout le monde est content et également bien entendu mettre un commentaire. On passe tout de suite à l'analyse. Ici vous le voyez, Bitcoin qui est venu poser un petit tour en zone de rechargement. Alors moi, ce que j'appelle une zone de rechargement, c'est une zone d'une 2 d'Elliott, c'est-à-dire entre les 0,5 et les 0,618 de Fibonacci. Si jamais on repart à partir de là, on peut estimer que peut-être Bitcoin est dans une 1,2, donc en termes elliottiste, système de prise de profit. Vous voyez qu'on reporte ici ce point-là et on arrive sur une target des 23 000 $. Ça, c'est important de le comprendre. Potentiellement, donc, une 2, suite à cette correction en flat. On peut tout à fait jouer ce scénario à ce stade-là, puisque c'est plus ou moins ce qu'on jouait déjà, donc aucun problème avec ça. Donc là, on serait dans une 1-2, donc globalement, à l'approche d'un mouvement assez impulsif et potentiellement ici, vers le haut, encore une fois. Ça c'était pour Bitcoin. Maintenant on passe sur l'analyse sur Ether également qui se reprend un petit peu là aujourd'hui. On a eu en ce moment cette baisse des cryptos, elle est principalement due à la news du jour qui est que globalement on a un FUD, donc Fear, Uncertainty and Doubt, autour de FTX en ce moment. D'où est parti ce FUD? Il est parti de cet article principalement qui a été au départ relayé par CoinDesk et CoinDesk en fait a réussi à mettre la main sur le bilan du deuxième trimestre de Alameda Research. Qu'est-ce que Alameda Research? C'est une filiale de FTX qui est une sorte d'incubateur crypto, c'est-à-dire que c'est la filiale de FTX qui fait tout ce qui est crypto venture, donc on intervient très early, très tôt dans des projets, et puis tout ça contre des tokens qui vous sont donnés, vous donnez du dollar, et la firme vous donne du token, et du coup qui vous sont donnés bien entendu contre une contrepartie. C'est un petit peu comme prendre des participations dans une start-up. Alameda Research a très bien fonctionné cette année, principalement d'ailleurs sur Solana, c'est ce qu'on va voir après. Et voilà, donc cet article qui est donc ce bilan en fait du deuxième trimestre montre que on a un total des assets qui est de 14,6 milliards et on a en face des dettes à hauteur de 8 milliards. Principalement, tous ces assets sont composés de crypto, ce qui est à peu près normal pour une crypto venture, vous allez me dire. Très peu de cash, 134 millions uniquement, et effectivement une plus-value latente, vous le voyez ici, de 6 milliards de dollars. La plus-value latente, elle est quelque part ici, pas la plus-value latente, mais la valeur des assets d'une manière générale. Toutes ces cryptos qui sont dans le bilan de Alameda Research sont principalement comprises de FTT. FTT étant le token de FTX. On a 6 milliards ici qui sont effectivement une valorisation du FTT. Donc ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que pour moi, effectivement, ça ressemble assez fort au bilan de Celsius à l'époque. Mais Celsius était, déjà, ce n'était pas une filiale de Celsius qu'on regardait là, mais c'était plutôt, comment expliquer, le Celsius dans son ensemble qui dépendait énormément du token Celsius et de sa valorisation. Il y a eu une sortie massive de Celsius qui a propulser Celsius un petit peu dans l'abîme financière et ça pourrait aussi bien évidemment être le cas pour Alameda Research si jamais le FTT token était totalement dumpé à ce stade. Pour le moment, moi cet article j'ai pas prêté une grande attention, d'abord excusez-moi, parce que, tout simplement, c'est une filiale. Déjà, ça c'est une première chose à comprendre, c'est-à-dire que effectivement, le token FTT représente un tiers de la balance, on va dire, de l'actif
Alameda Research, mais sincèrement, j'ai pas trouvé ici que c'était choquant pour une crypto venture d'avoir ce type de bilan nécessairement. Si vous investissez ici dans ce type de crypto venture, vous comprenez que si vous achetez du FTT token, vous prenez comme une sorte de participation dans FTX et donc dans Alameda Research par le même biais, et que du coup vous êtes un petit peu sur de la tokenisation de l'action. C'est comme si FTX était entré en bourse et à la place ici d'avoir des actions, on a des tokens en face. On va vraiment rentrer assez profondément dans tout le détail de ce FUD autour de SBF et FTX. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui s'est passé derrière et ce qui peut être beaucoup plus ici compromettant pour FTX, c'est que au départ, Binance faisait partie du capital au tout début de FTX, de la startup FTX quand elle a commencé, et Binance a justement investi via justement aussi toutes ces crypto ventures, etc. investi dans le capital de FTX. Donc ils ont eu des vraies actions à ce moment-là, et il y a un moment où ils ont décidé de sortir l'année dernière, et l'année dernière ils ont décidé de sortir en prenant leur valorisation tout simplement qui était de 2,1 milliards de dollars, et du coup ils ont été payés par ce biais une partie en FTT, donc ils ont gardé une forme de participation dans FTX, et vous allez voir qu'ils ont une quantité probablement notable de FTT, et d'un autre côté une partie qui a été payée en stablecoin, en l'occurrence le Binance USD. Ce que nous dit CZ, c'est que en fonction des révélations récentes qui ont été mises en lumière, ils ont décidé de vendre tout le FTT, donc de solder des bilans de Binance, tous les FTT qu'ils ont eu de la part de FTX au moment où ils sont sortis de leur capital. Il précise bien qu'il va essayer de minimiser l'impact sur le marché, et selon les conditions et une liquidité qui est limitée, il s'attend à ce que tout ça prenne plusieurs mois à être complété. Donc petit coup de pute quand même de la part de CZ là sur cette histoire là, c'est-à-dire que il profite d'un FUD à un moment donné sur FTX, et en fait il dit moi je vais dumper pas mal de FTT au marché. Combien, et c'est la question, déjà on a la temporalité, plusieurs mois. Combien, tout simplement, Binance a de FTX à ce stade. Et ce qu'on peut regarder ici, alors c'est pas forcément ici une news en soi, on n'est pas forcément sûr que ça soit le cas, mais globalement, on voit que Binance a à peu près une valeur de 580 millions de dollars, ce qui pourrait être par rapport aux chiffres qu'annonce CZ tout à fait correct, et ce qui correspond très exactement à 23 millions de FTT. Combien ça représente 23 millions de FTT sur la cap totale des FTT? De ce que je vois en tout cas sur CoinMarketCap, on a 133 millions de tokens en circulation, donc on est sur un bon 15-20%. Donc bien évidemment, Binance peut littéralement faire dumper le prix du FTT, et donc faire capoter une partie du bilan, en tout cas le faire passer en négatif, une partie du bilan de Alameda Research et pas de FTX. Encore une fois, il faut bien faire, ne pas trop faire le lien entre les deux, c'est pas la même chose. Donc à partir de là, 3 questions. Que représente Alameda Research par rapport à FTX? Quelle part du bilan déjà, et est-ce que c'est une filiale, comment ça se passe, etc. Donc ça c'est la première chose qu'on va regarder. On sait donc que du coup CZ, donc Binance, a un bon 15-20% de toute la supply de FTT et qu'il s'apprête à la vendre, ce qui va forcément faire une pression vendeuse sur le FTT pendant un certain temps. FTT actuellement, on va le voir ici, est du coup bien évidemment extrêmement shorté. Il a été très fortement shorté ici, très fortement shorté là. Vous voyez l'open interest qui augmente et le funding qui descend. Et donc du coup, on a eu des short squeeze dans l'autre sens. Donc le prix essaye ici de se défendre dans une sorte de triangle, ce qui est tout à fait logique dans ce type de moment. On repart ici sur la structure de FTX et Alameda, et en l'occurrence vous voyez ici qu'on a eu cette info autour du 31 août qu'il y avait une sorte de fusion entre les deux, et ça n'est pas réellement une fusion qui s'est passée en fait. En réalité, quand on regarde vraiment entre les lignes, Alameda, qui est dirigée par Caroline Ellison, qui est la CEO, Alameda, en fait, a été intégré comme une filiale de FTX sous forme d'un chapeautage d'une autre filiale de FTX qui, elle, s'appelle FTX Ventures.
Donc du coup, on a FTX tout en haut, FTX Limited, FTX USA, etc., toutes ces choses-là. Ensuite, en dessous, on a Alameda Research, enfin FTX Venture, et encore en dessous, Alameda Research. Donc, qu'est-ce que ça représente au bilan de FTX? On n'en sait pas grand-chose. Par contre, ce qu'on peut regarder et ce qu'on peut éventuellement savoir, c'est qu'est-ce qui est Alameda Research et combien ils ont fait de profit cette année, etc. Qu'est-ce qui est à peu près, globalement, quelle est la valeur, tout simplement, de Alameda Research. Concrètement, on estime que la valorisation de... et ça date du 1er juillet. La valorisation de la totalité de FTX est à peu près de 25 milliards. Comme vous l'avez vu ici, on avait globalement un total des assets à peu près, et là on parle de valuation et d'assets, donc faites attention un petit peu aux faux amis, hein, la valuation en général elle est forcément plus importante, vous avez un portefeuille client, etc. Vous avez plusieurs, du chiffre d'affaires en fait que vous avez prévu sur plusieurs années. Mais globalement, ce qu'on peut voir ici, c'est que potentiellement Alameda pourrait représenter à peu près la moitié de ce qu'a FTX en termes d'assets en l'occurrence. La deuxième chose, c'est que Alameda a fait énormément de profits sur Solana. Et d'ailleurs, cette pression, ça là vous voyez Caroline Ellison, cette pression vendeuse a également eu lieu sur Solana. Là, on a eu une bonne pression vendeuse qui a fait un joli moins 20% sur le FTT. Et on a eu également, bien évidemment, un petit peu de pression vendeuse sur Solana. Bon, certains se rappelleront de ce tweet qui est devenu maintenant légendaire, où on avait CoinMamba qui disait à ce stade... Solana est totalement surévalué. FTX lui avait répondu et ça a créé un mème après. Ça a fait je t'achèterai tous les sols que tu as dès maintenant à 3$, puisque à l'époque on était le 10 janvier 2021 et Solana était à 3$. Vends-moi ce que tu veux, then go off. Il manque un mot. En l'occurrence, là, ici, après, on sait ce qu'il est arrivé, c'est-à-dire que la valeur de Solana est montée à 250$, donc il a fait un x83 là-dessus. On suppose ici qu'ils ont vendu, bien évidemment, une partie, etc. Bon, voilà, ils ont eu beaucoup de cash après derrière. Vous vous rappelez qu'au moment du crash Celsius et du crash de BlockFi, Voyageur Digital, tout ce qui était en gros... accès un peu DeFi et les très gros lenders, eh bien SBF, donc Sam Bankman-Fried, le président, enfin le propriétaire de FTX, avait à ce moment-là fait des bailouts, c'est-à-dire il était venu avec bien entendu recréditer le bilan de certaines de ses compagnies, notamment 300 millions, je crois, qui avaient été mis sur BlockFi et à peu près 300 millions aussi pour Voyageur Digital. Donc ça s'était passé comme ça à ce moment-là. On sait aussi que Sam Bankman-Fried est extrêmement investi sur tout ce qui est lobbying politique. C'était un des principaux financeurs de la campagne de Biden, deuxième juste derrière JP Morgan. Donc du coup, on sait qu'il y a eu du cash effectivement qui à un moment donné a coulé à flot. Donc théoriquement, on peut se dire que peut-être cette entreprise est à l'abri de toutes les fluctuations de marché, quelles qu'elles soient. Maintenant, par contre, ce gros FUD, effectivement, sur le FTT, vous comprenez que ça représente 6 milliards du capital, des 14 milliards du capital de Alameda Research, et bien du coup, on peut imaginer que ça peut effectivement mettre la balance globale en géopardie, et ce qui pourrait potentiellement arriver, c'est qu'ils soient obligés de vendre une partie des autres cryptos qu'ils ont dans leur portefeuille, et c'est pour ça que Solana réagit, c'est pour ça que pas mal de monde réagit aujourd'hui, pour tout simplement pouvoir avoir le cash qui leur permet de continuer à rester à flot, payer les employés, etc., les fournisseurs, payer leurs crédits, toutes ces choses-là, les 8 milliards, on en a parlé, de dettes qu'il y a en face. Donc, globalement, vous voyez qu'Alameda Research, ça c'est leur portefeuille, c'était leur portefeuille au 1er janvier. Vous voyez qu'ils sont investis sur une bonne partie de l'écosystème, donc ça peut risquer, bien évidemment, ici, de créer des problèmes, toute cette histoire. Et d'un autre côté, également, vous voyez aussi tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, et vous comprenez ici la très grosse concurrence et les très gros problèmes qui peuvent commencer à exister entre les anciens amis, à savoir CZ et Sam Bankman-Fried. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les problèmes au niveau des liquidités que c'est en train de créer chez FTX. D'abord,
on voit que le hot wallet de FTX, le hot wallet c'est quoi? C'est votre argent, si vous avez de l'argent sur FTX tout simplement, vos cryptos, quand vous mettez des cryptos, ils restent chez eux, donc c'est ce que ça s'appelle un hot wallet, eh bien est descendu de 2,4 milliards à 1,8 milliard dans les dernières 24 heures, et ça c'était en début d'après-midi. Donc ce que ça veut dire c'est que bien évidemment il y a des retraits massifs actuellement qui se font, les gens se hedge et c'est tout à fait normal, et moi-même je l'ai fait de mon côté, c'est-à-dire pourquoi prendre le risque de laisser sur un échange, même si je crois pas du tout dans cette potentielle faillite de FTX, mais pourquoi prendre le risque alors que finalement c'est juste les frais de transaction de sortir de ce risque-là. Je vois pas pourquoi j'aurais à rester sur ce risque-là. J'ai du FTT, mais c'est pas non plus des sommes mirobolantes, donc je les garde. J'ai pas ici besoin de les bouger ou quoi que ce soit. Personnellement, j'utilise plus le FTT comme de l'utility token, c'est-à-dire que ça me descend mes frais de trading plus que vraiment pour un vrai investissement à long terme ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, j'ai pas forcément d'intérêt ici. J'avais un petit peu de stablecoin dessus, du coup j'en ai retiré la moitié histoire de diversifier mon risque, et j'avais du Yearn Finance que j'ai passé du coup sur un cold wallet. J'en profite pour vous dire, et évidemment ici vous comprenez qu'il ne faut pas laisser vos investissements de long terme sur les exchanges, et j'en profite pour vous dire que la chaîne propose dans ses liens d'affiliation bien évidemment des ledgers, etc., ce genre de choses. Je ne crois pas que vous ayez une remise vous quand vous achetez ce type de ledger via notre lien, mais par contre à chaque fois que vous achetez un ledger via ce lien, je pense que la chaîne gagne 7 ou 8 euros, donc c'est toujours ça de prix pour supporter la chaîne. Si vous avez dans l'intention d'en acheter un, n'hésitez pas à passer par ces liens qui sont, je pense, relativement intéressants pour les créateurs que nous sommes. Et donc du coup, il y a autre chose, c'est-à-dire que ce qu'on a vu en fait dans leur wallet, c'est que on a vu du coup le hot wallet, les gens sont commencé à regarder un petit peu, regardez qu'est-ce qu'il y a effectivement. Il y a effectivement énormément de FTT dans les hot wallets également, mais il y a aussi très peu d'Ethereum, donc ça c'est assez bizarre parce que finalement ils ont plus de clients qui ont de l'Ethereum chez eux que autre chose, et il y a assez peu de stablecoin. Donc ça peut effectivement créer quelque chose, un problème au niveau des retraits, puisque si vous voulez retirer quelque chose que vous n'avez pas, enfin que l'exchange n'a pas, ça pose un problème. Donc bien évidemment en ce moment ce qui se passe c'est que FTX est en train de racheter des Ethereum un petit peu sur les autres exchanges de manière à pouvoir tenir les dépôts, les retraits en place. Vous le voyez ici, ce mouvement sur Ethereum est inquiétant également. Leur balance est passée de 500 000 Ethereum à 162 000 en 24 heures. Et en 24 heures, ils ont déjà dû racheter 26 000 Ethereum à d'autres exchanges comme Binance, justement, ce qui doit quand même leur faire mal au... On va rester poli, leur poser des problèmes. Ce que je voulais vous montrer également, c'est autre chose. Je cherche là ici voilà, c'est ça. C'est la réponse en fait de SBF, tout simplement, à tout ça. Alors, on va repasser ici sur le thread précédent. Il y a eu une première réponse dans la journée qui a été de dire merci à tous ceux qui continuent à nous soutenir. Nous sommes vraiment contents de pouvoir grossir ensemble et devenir plus gros ensemble, et spécialement pendant ces temps très difficiles, nous la pression, etc. Beaucoup de rumeurs ont circulé. Vous pouvez aller voir le tweet de Caroline ici. Caroline étant encore une fois la CEO, et Caroline qui dit juste pour dire effectivement en fait ils n'ont pas démenti l'info comme quoi effectivement on va dire le bilan est le bon, mais ce bilan en particulier est celui de une de nos filiales, et on a plus de 10 milliards d'assets qui ne sont pas comptés tout simplement dans ce bilan-là. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en disant les comptes consolidés d'un groupe, etc. C'est pas du tout uniquement la filiale qu'il faut regarder. Et là, ça me ramène encore sur le profil de SBF et son dernier tweet en date. Excusez-moi, je le retrouve. Voilà. Donc du coup, SBF nous dit il y a un compétiteur, donc un concurrent qui essaye de envoyer des fausses rumeurs après nous, etc. FTX va très bien, les assets sont très bons, voilà les détails. Et en gros, les détails, il nous dit que FTX a suffisamment pour couvrir tous les holdings de tous les clients. Nous n'investissons pas les assets des clients, même dans des treasury bonds, c'est-à-dire a priori, ça veut dire que ça reste de la trésorerie ici. Hein. Ils ne sont même pas investis sur des bons du trésor. Nous allons continuer à processer tous les retraits et nous allons continuer à le faire. Voilà les détails que vous pouvez trouver sur la vitesse des retraits.
Ça, en fait, c'est pour simplement dire, si à un moment donné c'est un peu plus lent sur tel ou tel truc, ça veut dire que justement ils les avaient pas et donc du coup ils sont obligés de refournir ici les liquidités qu'ils n'avaient pas. C'est ce que je vous expliquais sur Ether notamment. Nous sommes très fortement régulés, et même parfois cela nous ralentit. Nous avons des audits, nous avons plus d'1 milliard d'excès de cash, etc. Nous avons une très longue histoire de protection des assets de nos clients et ça continue à devenir vraiment aujourd'hui. Et dernièrement, il dit: j'aimerais beaucoup, CZ, que tu continues, que nous continuons à travailler ensemble pour l'écosystème. Et pendant ce temps-là, effectivement, on a CZ qui drop tous ces FTT. Donc il y a des luttes d'influence là ici. Moi personnellement, c'est pas que je m'en fiche, mais voilà, je suis pas très fan en ce moment de FTX et SBF. Ceux qui connaissent la chaîne l'auront vu quand on parle de DeFi et de régulation. Je trouve que son lobbying dans la régulation des cryptos me plaît pas forcément, mais on peut pas ici souhaiter à quiconque de morfler à ce point-là. Et à l'inverse, je trouve que CZ, s'il a envie de sortir, etc. Et même s'il a envie c'est quand même effectivement un peu un petit coup de pute, mais s'il a envie de sortir et qu'il a envie d'être transparent par rapport à sa sortie, en tout cas, je préfère ici qu'ils le disent et qu'ils disent, parce que vous comprenez qu'ils perdent de l'argent, en disant je vais dumper pour une valeur de 580 millions de dollars de FTT. Ils perdent de l'argent puisque le prix va forcément nécessairement baisser avant ça, avant qu'il arrive à dumper tout ça. Donc, personnellement, voilà, je suis un peu mitigé sur la news. En tout cas, de ce que je vois, effectivement, la réponse de SBF paraît correcte, au sens où on imagine que FTX est plutôt une machine à cash en ce moment que quelque chose qui a vraiment des très gros problèmes. Effectivement, si la valuation de FTT descendait, toute la partie crypto-venture de FTX serait potentiellement ici mise à mal. La question, c'est est-ce qu'ils vont perdre des clients, des parts de marché, etc. là-dessus, mais j'ai pas le sentiment du tout que... alors, bien évidemment, le FTT pourrait dumper sur cette news, c'est tout à fait normal, et il a déjà commencé à le faire. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait eu quelques short squeeze entre-temps, mais que plus ou moins, il est quand même à la descente ici, puisque on est sur quelque chose comme... Je vais juste réinitialiser ici pour avoir une charte bien propre. On est sur quelque chose comme, depuis, on va dire que la news est sortie, c'était le 4 novembre, à peu près, 5, 6, voilà, par ici. Je pense qu'on a fait un joli moins 20%. Oui, voilà, moins 17, moins 16. Donc, voilà, depuis le plus haut dernier, ça c'était le 5 novembre, ouais, voilà, exactement par ici. On a le FTT qui a fait moins 18%. Est-ce que maintenant, tout ça pourrait nous emmener en short squeeze? Vous voyez que ça recommence très lentement à longuer sur l'histoire à partir d'ici. Donc, finalement, à partir de ce point-là, le moment où c'est reparti fort à l'achat ici. Bon, voilà. Donc, voilà, pour moi, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai parlé de la structure de FTX Limited, etc. Je vous ai parlé, oui, je pense qu'on a fait le tour à peu près de l'idée, et cette fois-ci avec du son, donc ça potentiellement ça va être beaucoup mieux. On va maintenant faire vite fait un tour sur les news globales de la journée. Vous voyez ici que les stocks, à l'inverse des cryptos, les stocks sont plutôt ici en train de monter dans l'attente des élections moyen terme, des mi-mandats. Ici, Binance, donc on est toujours sur l'histoire que je viens de vous montrer. Ici, Matic qui prend 5% en 24 heures malgré des vagues rouges sur le marché. Ici, on parle encore de FTX en news. Ici, le Liban qui est vraisemblablement en train d'adopter assez fortement au niveau de sa population l'USDT comme moyen de paiement, etc. Donc c'est intéressant de voir que dans des pays en crise comme cela, on a ici des possibilités grâce aux stablecoins, et je ferai une vidéo spécifique là-dessus sur l'adoption des stablecoins avant les cryptos. Je ferai une vidéo là-dessus. Et à quel point ça peut bénéficier au dollar finalement, donc ça va être assez intéressant. Ici, on est sur le calendrier économique, toujours le CPI pour le 10 novembre, donc suivez bien le 10 novembre ce qui va se passer, et jour d'élection le 8 novembre. Donc voilà, on va déjà suivre ça cette semaine, 8 novembre, donc c'est du coup demain. Deuxième chose, voilà, vous le voyez, même chose également, les mi-term élections. Donc voilà, suivez bien le marché du coup demain, et bien entendu,
ce vendredi. À partir de là, on a fait déjà l'analyse sur Bitcoin, Ether en termes techniques. On avait fait pas mal de momentum la dernière vidéo. On va aller directement sur les liquidations. Sur les liquidations, on a liquidé 141 millions sur les dernières 24 heures, principalement du long. Vous le voyez, on a liquidé surtout du longueur en ce qui concerne les leviers. Ensuite, on va tout de suite passer sur les points qui du coup sont déjà mis dans la vidéo. Et on a pour moi un gros point à prendre ici au 20 300 sur BTC. Vous voyez que ce mouvement a commencé en long là, hein, vous voyez le funding est à l'augmentation là quand même, hein, d'une manière générale. On a eu effectivement des points de short, des moments où il descend, mais principalement on a ici initié un gros mouvement de longueur. C'est pour ça que je vous disais attention, on va retracer. Et concrètement, en fait, assez souvent on déleverage à 7,5 milliards, c'est ce que j'ai trouvé en ce moment, c'est de la borne haute, on va dire, sur les leviers qui déleverage. Et vous voyez qu'on est tout à fait, on est pile poil allé à ce niveau-là, et on est descendu derrière. On est parti d'ici. Donc on est légèrement plus haut, donc il nous reste encore quelques petits longueurs à venir prendre, et pour moi ils sont situés entre 20 600 et 20 300, donc on pourrait vraiment venir faire un tour dans cette zone, comme on pourrait continuer également à monter. Pour le moment le CVD spot qui est ici, donc vous le voyez pas là parce qu'il y a le bandeau, on va attendre. N'hésitez pas à venir faire un tour hein, sur les réseaux sociaux, etc. Le Discord, encore une fois, en description. J'ai pas rajouté TikTok là, mais on a aussi un channel TikTok. Vous voyez, le CVD, il est complètement en train de descendre ici. Et donc, du coup, on pourrait imaginer que, étant donné que la demande au spot s'est bien calmée sur ce FUD, FTX et autres, eh bien, on pourrait aller faire un tour au 20,3 assez facilement. On a quand même pris du short dans l'histoire, donc c'est ce que je vais vous montrer après sur la heatmap. Donc, du coup, rien, ça ne remet pas en cause le mouvement haussier dans son ensemble. Ensuite, ici, sur Ether, même histoire, à part que sur Ether, vous voyez qu'on est revenu au point de départ, pour le coup. C'est-à-dire que le prix est quasiment venu faire sa petite mèche ici, hein. On est venu prendre les millions qu'il y avait là, et donc du coup vous comprendrez ici que ce que ça veut dire que l'open interest lui aussi de tous les longueurs s'est finalement calmé, et on a plutôt eu tendance ici à rajouter des points de short, mais pour moi sur Ether le mouvement pourrait être terminé dans ce sens-là. Vous voyez d'ailleurs que la demande au spot reprend techniquement un tout petit peu. On va faire maintenant les poches de liquidité. Les poches de liquidité, on va peut-être faire un refresh parce que peut-être que depuis la dernière vidéo, du coup ça m'oblige à la refaire, mais bon du coup elle est peut-être plus claire que d'habitude, je sais pas, vous me direz dans les commentaires si c'est le cas. Sur Bitcoin, bah du coup on a plus de longueur que de shorter, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, parce que on aurait besoin d'un mouvement au 23 pour vraiment venir chercher ce monde-là. Le 23 c'est par ici, vous le voyez ici, on prendrait cette zone de densité qui est juste là. Si vraiment on voulait liquider tous les longueurs, tout le monde sur Bitcoin et vraiment repasser, enfin liquider totalement toute cette histoire, il faudrait aller faire un petit tour sous les 20 000, c'est-à-dire 19 008. Là, vraiment, on aurait liquidé toutes les positions fraîches qui ont été posées dernièrement, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure sur la heatmap également. Sur Ethereum, même topo, sauf que pour le coup, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure également, et bien du coup, on est à zéro, c'est-à-dire qu'on a autant de shorter que de longueur sur les dernières positions, et le delta est typiquement à zéro, donc du coup, assez peu de possibilités ici de dire que le prix va aller dans un sens ou dans l'autre en raison des liquidités, tout simplement parce qu'elles sont égales en dessus et en dessous. Donc, concrètement, il faudra regarder le CVD au spot. Pour moi, il est en train de reprendre, donc il se pourrait qu'on ait une petite période où Ethereum est en légère montée pendant que Bitcoin descend. D'accord ? On a fait ici, on va regarder maintenant la heatmap en 12 heures sur BTC. Et vous voyez que effectivement ces derniers jours, donc depuis là on est ce matin, on a pas mal chargé en haut en 12 heures, ça c'est bien, c'est-à-dire qu'on a du shorter effectivement qui est rentré. On a aussi un petit peu chargé en bas, et vous le voyez effectivement qu'on a cette borne des 20 300 ici dans le jaune, qui pourrait nous dire, hop, sur un tout petit mouvement, sur un malentendu, comme ça une petite mèche à 23, ça serait pas du tout déconnant de le faire. Donc ça c'est la première chose, 21,6, voire 21,7 maintenant comme borne haussière, et 20,3 comme borne baissière, mais quand on regarde effectivement la heatmap en 7 jours, qui pour le coup a très bien fonctionné ces derniers temps,
C'est-à-dire que les leviers restent rarement 3 mois en position. Hein. Ici, il faut comprendre que on en a, oui, mais concrètement, c'est plus les liquidités fraîches qui drivent le gain ici. Et ben du coup, vous voyez qu'on a effectivement des choses à venir prendre jusqu'au 19,7. Ça rejoint tout à l'heure ce que je vous montrais dans mon analyse. Et on a également des choses à venir reprendre au 21,8 comme tout à l'heure. Si on regarde en 7 jours, on a quand même plus de choses éventuellement à venir faire sous les 20 000 $ que de choses à venir faire au-dessus des 21,6. Donc là, ça dépend de qui a pris profit ou pas. Vous voyez qu'on est à peu près égal quand même, on a 2 bornes jaunes ici on en a 1,5, bon voilà, là on a quand même plus de bornes dans la globalité que de bornes ici, donc ça c'est à vous de choisir un petit peu votre camp, et pour le moment, vous vous rappelez que sur 5 jours, on a quand même plus de longueur que de shorter, et sur BTC, on a un BTC spot qui descend. Maintenant, parfois le prix de BTC est drivé par le prix d'Ethereum, parfois le prix d'Ethereum est drivé par le prix de BTC, ces deux-là se suivent un petit peu, et en ce moment, vous vous rendez compte qu'on a bien évidemment plus d'open interest sur Ethereum que sur BTC. Donc, est-ce qu'il faut suivre Ethereum ou est-ce qu'il faut suivre BTC ici? C'est une très bonne question que je me permets de vous poser, puisque l'open interest des leviers est désormais plus important sur Ethereum que sur BTC. Est-ce que c'est pas intelligent de plutôt regarder ce que va faire Ethereum par rapport à ce que va faire BTC d'une manière ou d'une autre? Il y a plus d'argent sur Ethereum. Donc pour moi, sur Ethereum, le mouvement est fini. Donc on pourrait ici comprendre désormais pourquoi le prix commence tout simplement à se calmer. C'est-à-dire que effectivement, on a touché cette borne des 25, donc ça nous a permis de liquider du monde sur Bitcoin et Ethereum, puisque Ethereum a fait son mouvement, il a été encore plus puissant et il a vraiment réinitialisé le mouvement. Donc on pourrait tout à fait ici être éventuellement dans une 1-2, encore une fois, et elle a touché pile poil ses 0,618, donc c'est relativement parfait en termes de scénario. On laisserait pour le moment les longueurs qui sont au 23 gagner pour l'instant, et puis on irait peut-être potentiellement plus haut. Voilà le scénario que je vous propose. Possibilité donc d'aller à 23, mais pour moi on est plutôt là ici sur une direction qui irait plutôt vers les 22 300, voire potentiellement 23 000. Globalement, si on prend les 23 000, vous comprenez que ça veut dire reprendre ici ce point-là qui est à 22 800. Et pour moi, c'est un niveau très important à reprendre sur ce mouvement-là pour pouvoir me confirmer qu'on ira au-dessus des 25. Donc voilà, on agit étape par étape, mais le scénario de fond, vous le connaissez si vous suivez la chaîne tous les jours. La chaîne tous les jours, c'est un rebond aux 25 000 $. Est-ce que j'ai d'autres news à vous montrer? Je crois pas. Je pense qu'on a vraiment fait le tour ici sur cette vidéo-là de tout ce qu'on voulait. Donc il y a d'autres news, mais c'est pas grave, on les fera demain si jamais il faut. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Si ce point-là vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo, et j'ai pour habitude de demander en fin de vidéo un commentaire à la con, c'est-à-dire un commentaire qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, et le commentaire du jour sera quel est le souvenir en termes d'objets que vous gardez de vos grands-parents et que vous chérissez le plus, et si jamais ils sont encore là, eh bien quel est éventuellement l'objet qui caractérise vos grands-parents pour vous, voilà. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. À très bientôt.